Alors, le cours d'aujourd'hui va concerner la deuxième semaine de développement embryonnaire. Comme objectif de ce cours, expliquer les mécanismes de la nidation, décrire les étapes de la formation du disque embryonnaire didermique, connaître les modifications observées au niveau de l'organisme maternel, décrire l'évolution du mésoblaste extra-embryonnaire et définir ce que ça veut dire les anomalies qui vont survenir au cours de la deuxième semaine et qu'est-ce que ça veut dire une nidation ectopique. La deuxième semaine de développement embryonnaire se caractérise par la nidation. La nidation, c'est la pénétration active et complète de l'œuf dans l'endomètre qui est déjà préparé à cet effet-là. La formation du disque embryonnaire didermique est le début de la sécrétion des hormones gonadotrophines par le trophoblaste. Et on aura des modifications qui seront observées au niveau de l'œuf et des modifications qui seront observées au niveau du corps maternel. Donc, vers la fin de la première semaine, on avait le blastocyste qui va se fixer au niveau de l'endomètre utérine, et va se différencier en cytotrophoblast qui correspond à la couche cellulaire interne et un syncytiotrophoblast, c'est la couche cellulaire externe. Donc, ce syncytiotrophoblast pénètre dans l'endomètre, entraîne avec lui l'ensemble de l'œuf, grâce à des enzymes protéolytiques qui seront élaborées par ce syncytiotrophoblast et qui vont lyser l'endomètre. Vers le 9e, 10e jour, tout l'œuf est pénétré dans l'endomètre et des vacuoles confluent pour former des lacunes. Et vers le 10e, 11e jour, le syncytiotrophoblast érode les capillaires de l'endomètre et le sang maternel va pénétrer dans les lacunes et c'est le début de la circulation hétéro-lacunaire. Voilà, vers le 7e jour, le début de la pénétration de l'œuf au niveau de l'endomètre. On a la différenciation de trophoblastes en cyto et en syncytiotrophoblast. Ce syncytiotrophoblast va sécréter des enzymes qui vont lyser l'endomètre et qui vont aider la pénétration de l'œuf au sein de la muqueuse endométriale. Ici, c'est l'endomètre dans sa couche fonctionnelle et on aura ici le blastocèle, le trophoblaste, cytotrophoblast et le syncytiotrophoblast. Au fur et à mesure, vers le 8e jour, les 2/3 de blastocystes est nidé, donc ça se continue. Le syncytiotrophoblast continue à proliférer, continue à lyser l'endomètre. Le cytotrophoblast aussi va se proliférer et l'ensemble de l'œuf, vers le 10e jour, l'ensemble de l'œuf est pénétré au sein de l'endomètre et au fur et à mesure, ce syncytiotrophoblast va être creusé par des lacunes qu'on va appeler des lacunes syncytiotrophoblastiques. Et au fur et à mesure, ces lacunes syncytiotrophoblastiques vont entrer en communication avec les capillaires sanguins de l'endomètre et qui vont former le début de la circulation utéro-lacunaire. Donc, à ce stade-là, l'ensemble de l'œuf est à l'intérieur de l'endomètre vers le 13e jour de développement embryonnaire. Le 13e jour, l'épithélium utérin va se reconstruire. On peut avoir une petite hémorragie due à cette reconstruction au niveau de site d'implantation. On peut avoir des saignements qui peuvent se confondre avec des menstruations et la grossesse peut passer inaperçue. Donc, les modifications qui vont s'observer au niveau de l'embryon, c'est la formation de disque embryonnaire didermique. Ça veut dire que la masse cellulaire interne va se différencier en deux feuillets, épiblaste et hypoblaste, ou ectoblaste et ontoblaste. Au début, les cellules de l'épiblaste sont accolées à la couche cellulaire trophoblastique périphérique, mais vers le 8e jour, un clivage, une séparation entre l'épiblaste et le trophoblaste va se créer et on verra la formation de la cavité amniotique. Voilà. Tout est expliqué sur ce schéma-là. On a ici deux feuillets, l'ectoblaste et l'ontoblaste, le cytotrophoblast, le syncytiotrophoblast, le cytocèle secondaire. Un certain moment, vers le 8e jour, on aura un clivage
entre tout ce qui est cytotrophoblastique et tout ce qui est épiblastique, il va avoir une cavité qu'on appellera la cavité amniotique, une membrane qui va séparer cette cavité de cytotrophoblaste, c'est l'amnioblaste. L'ensemble cavité amniotique avec l'amnioblaste, on va l'appeler l'amnios. Vers le 10e jour, on aura une membrane qui va se former entre le lycétocèle secondaire et le cytotrophoblaste, c'est la membrane de Husser. Cette membrane, entre cette membrane et le cytotrophoblaste, on aura une prolifération mésenchymateuse importante. Ça continue à se proliférer pour former le mésenchyme extra-embryonnaire. En même temps, on aura l'hypoblaste où l'ontoblaste va se proliférer de deux côtés et prendre la place de la membrane de Husser, et au fur et à mesure, dans le rôle de ce liquide amniotique qui va remplir la cavité amniotique, il va nourrir l'embryon, il va le protéger contre les chocs, il constitue un territoire d'isolement thermique, donc il y aura un équilibre de température entre tout ce qui est embryonnaire et tout ce qui est externe. Il permet l'hydratation des tissus, mais aussi il permet de faciliter les mouvements de l'embryon. Le cytocèle primaire ou le sac vitellin, il va avoir un rôle trophique qui va se régresser pendant le développement. On a vu que vers le 8e, 9e jour, la membrane de Husser, qui est une couche cellulaire aplatie, située à la face interne du cytotrophoblaste, une cavité qui est limitée entre l'hypoblaste et la membrane de Husser, c'est le cytocèle primaire ou vésicule vitelline primaire ou sac vitellin primaire. Des cellules mésenchymateuses apparaissent entre cette membrane de Husser et le cytotrophoblaste pour former le mésoblaste extra-embryonnaire ou le mésenchyme extra-embryonnaire. Ce mésoblaste extra-embryonnaire ou ce mésenchyme va se proliférer et se creuser des cavités qui vont se confluer pour donner une seule cavité qu'on appellera la cavité célomique extra-embryonnaire ou le célome externe. Et l'hypoblaste va proliférer et finir par limiter une autre cavité qu'on appellera le cytocèle secondaire. Et la membrane de Husser va pincer une cavité de paroi de cavité résiduelle qui va se régresser à la suite. Voilà, vers les cellules de la membrane de Husser vont se différencier vers le 10e jour, se vont donner le mésenchyme, et ce mésenchyme va occuper l'espace entre l'amnioblaste et le cytotrophoblaste. Voilà. Et ce schéma-là qui montre la mise en place de l'cytocèle secondaire. Regardez la prolifération de l'hypoblaste qui va se proliférer le long de la membrane de Husser qui va prendre sa place et va le cliver pour former une cavité, le cytocèle secondaire, et on aura un reliquat de l'cytocèle primaire qui va disparaître après et qui va se régresser et disparaître après. Donc, vers le 14e jour, on aura cet aspect-là, on aura le célome, le mésenchyme extra-embryonnaire, avec l'amnioblaste, l'épiblaste, l'ectoblaste, l'ontoblaste et la cavité amniotique entre l'amnioblaste et l'épiblaste et le cytocèle secondaire qui va être entouré par l'ectoblaste, l'hypoblaste. Vers le 15e jour, on aura ce mésenchyme extra-embryonnaire va se creuser de plusieurs cavités qui vont se confluer pour donner une seule cavité, c'est le célome externe, et le reste va former 4 parties. On aura le mésenchyme à ce niveau-là qui va former le pédicule de fixation entre l'amnioblaste et le cytotrophoblaste, la lame choriale entre le célome externe et le cytotrophoblaste, le somatopleure extra-embryonnaire entre l'amnioblaste et le célome externe, et le splanchnopleure extra-embryonnaire entre l'hypoblaste et le célome externe. Donc, la condensation de ce mésenchyme qu'on vient de voir, il va donner une cavité qu'on appelle le célome externe et une lame choriale qui est 4 parties, lame choriale, pédicule de fixation, splanchnopleure extra-embryonnaire et somatopleure extra-embryonnaire. Donc, vers la 2e semaine, il est caractérisé par le chiffre 2. On aura
vers le début, la différenciation de trophoblastes en deux couches, cytotrophoblastes et syncytiotrophoblastes. Le mésoblaste extra-embryonnaire va se cliver en deux couches qui vont entourer l'embryon et qu'on appellera le somatopleure extra-embryonnaire et le splanchnopleure extra-embryonnaire. Et on aura la formation de deux cavités, la cavité amniotique et le cytocèle secondaire. Alors, quelles sont les modifications observées au niveau du corps maternel? Donc, la sécrétion des hormones hypophysaires, FSH et LH, en absence, c'est l'équivalent en absence de fécondation. Au cours du cycle normal, on aura la diminution de la sécrétion de l'oestrogène et progestérone, mais en cas de fécondation, en cas de nidation, sous l'influence des hormones gonadotrophines chroniques sécrétées par le syncytiotrophoblaste, le corps jaune périodique qui élabore bien sûr le progestérone et l'œstrogène, il va se transformer en corps jaune gravidique et qui va continuer à sécréter les hormones oestrogéniques et progestérone et qui pour garder l'intégrité de l'endomètre. Donc l'endomètre il sera prêt à accueillir cet œuf fécondé. Donc ici sur ce schéma-là qui montre l'aspect de l'endomètre au cours de la deuxième quinzaine du cycle menstruel, ça veut dire qu'il est prêt à accueillir l'œuf. On aura la couche fonctionnelle de l'endomètre qui constitue le 1 et le 2, c'est la couche fonctionnelle de l'endomètre. 3, c'est la couche basale ou la couche profonde qui reste inchangée quel que soit le cycle. Et le 4, c'est le myomètre ou le muscle de l'utérus. Regardez, on a ici un épithélium qui est cylindrique simple, avec des cellules ciliées, des cellules non ciliées glandulaires qui vont élaborer du glycogène. On aura l'aspect spiralé des artères de l'endomètre et des cellules du chorion cétogène qui vont transformer, vont hypertrophier et hyperplasie pour donner des cellules décidualisées. Donc, ces modifications-là, on aura bien sûr un relâchement de myomètre par l'effet des hormones qui vont être relâchées, surtout le progestérone qui va assurer ce relâchement-là. Un odème du chorion qui va constituer une vascularisation riche de ce chorion au niveau de l'endomètre. Des glandes endométriales qui vont élaborer du glycogène et de mucus. On a vu l'aspect des artères de la couche fonctionnelle de l'endomètre qui vont devenir spiralées et les cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre vont devenir décidualisées, ça veut dire qu'ils vont augmenter de taille, s'hypertrophier et s'hyperplasie. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de signe clinique de grossesse, il n'y a pas d'aménorrhée, on n'a pas encore, on est toujours au niveau de 3e semaine du cycle, ça veut dire entre le 21e et le 28e jour du cycle. Donc, il n'y aura pas de signe clinique, il n'y a pas encore l'aménorrhée. Mais, si on veut, s'il y a une grossesse, des techniques spécialisées pour permettre de dosage vers la fin de la 2e semaine de développement embryonnaire, on peut doser l'hormone d'origine trophoblastique qui sont les gonadotrophines. Après avoir vu les différentes modifications observées au niveau de l'œuf et au niveau du corps maternel, et on peut avoir des anomalies qui peuvent survenir au cours de la 2e semaine. Ce sont les anomalies de la nidation. On peut avoir une nidation ectopique, ça veut dire une nidation en dehors de sa position normale, qui peut être soit en dehors de l'utérus, soit au niveau de l'utérus, mais dans la partie basse. Si la grossesse ou la nidation est dans la partie basse de l'utérus, il va aboutir à un placenta prévia, ça veut dire dans le côté bas, qui peut être à l'origine des graves hémorragies en fin de grossesse. Et qui seront les plus fréquents, ce sont les grossesses extra-utérines, ça veut dire en dehors de la cavité utérine. On peut avoir des grossesses tubaires qui sont les plus fréquentes, des grossesses tubaires qui constituent 95% des grossesses extra-utérines, des grossesses au niveau ovarien, des grossesses au niveau abdominal. Voilà, sur ce schéma-là, on a en rouge ici l'implantation normale au sein de la cavité utérine, et tout ce qui est en noir, ce sont des implantations ectopiques qui peuvent s'avoir soit au niveau tubaire, qui peut avoir, c'est une urgence, si l'implantation se fait ici, on aura des complications graves si on ne la détecte pas à temps. On peut avoir une implantation au niveau ovarien, une implantation abdominale, on peut avoir même une implantation au niveau de l'utérus, mais dans la partie basse qui sera à l'origine des hémorragies graves vers la fin de la grossesse.
Après les anomalies, on peut avoir des défauts, parmi les anomalies, on peut avoir des défauts d'implantation. Ça, c'est côté maternel, ça veut dire la muqueuse utérine, elle est mal préparée à accueillir cet œuf-là, soit à des raisons hormonales ou des raisons infectieuses. Mais aussi, ces défauts d'implantation, il peut dû à des méthodes contragestives empêchant l'implantation. Parmi ça, comme vous connaissez, il y a le stérilet ou le dispositif intra-utérine, ou même on peut donner un oestrogène à forte dose, qu'on appellera aussi la pilule de lendemain. Merci.